Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'être là. C'est le troisième débat qu'on a autour du sujet des violences sexuelles et sexistes. Il nous semblait important de finir avec un état des lieux un peu depuis MeToo, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui reste à faire. Et on voulait le faire avec Caroline Dehaas, qui est, on la présente plus mais je la présente quand même, qui est militante féministe notamment avec le collectif Nous Toutes et qui est aussi la cofondatrice du groupe EGAE, qui justement fait des formations sur tout ce qui est égalité homme-femme et le sujet des violences sexuelles et sexistes. Une première question que je voulais vous poser, on a l'impression que MeToo a fait rentrer évidemment le sujet des violences sexuelles dans les foyers, dans les entreprises, dans les collectivités. Vous avez démarré vos formations avec EGAE en 2013. Je précise d'ailleurs que parmi les médias qui ont recours au service de EGAE, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés qui font ce travail justement auprès des entreprises et collectivités, il y a Mediapart, il y a d'autres médias, on en parlera tout à l'heure, mais je voulais préciser tout ça. Vous avez commencé vos formations en 2013 et à l'époque, vous l'avez raconté dans un billet sur Mediapart, d'ailleurs il y a quelques semaines, vous avez expliqué que c'était pas évident à l'époque de parler justement de harcèlement sexuel. Alors ma question elle est simple, comment vous, sur le terrain en tant que militante féministe et formatrice, vous estimez que les choses ont changé très concrètement? Alors bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. La première chose que j'ai observée quand je suis allée chercher les vieux PowerPoint de 2013, c'est que nous-mêmes, on n'en parlait pas. C'est-à-dire que moi, dans mes PowerPoint, on parlait d'égalité femmes-hommes, on parlait de lutte contre les violences, on parlait de violences au sein du couple, mais on prononçait jamais le mot harcèlement sexuel au travail. Je pense que le truc qui a fait bouger les choses, c'est l'enquête du Défenseur des droits de 2014 qui rend public qu'une femme sur 5, à l'époque c'était le chiffre qu'on avait, une femme sur 5 a déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Et donc là, nous, on commence à se transformer un peu dans le cadre du travail en militante de la lutte contre le harcèlement sexuel. Et à chaque fois qu'on va dans une entreprise ou la fonction publique, une collectivité, bon, bah, l'égalité professionnelle, ok. Et qu'est-ce que vous faites sur le harcèlement sexuel ? Les gens nous regardaient un peu interloqués en disant « Non, mais ça, il n'y en a pas chez nous. » Donc attendez, excusez-moi, je suis dans un ministère. Il y a donc 2000 femmes dans le bâtiment, 2000 femmes. Donc selon le Défenseur des droits, ça veut dire qu'il y en a au moins 400 qui ont déjà subi dans leur vie professionnelle du harcèlement sexuel au travail. Et vous, vous avez 0 remontée. Ah si, on a eu un cas il y a 10 ans. Mais voilà. Donc on était dans un déni total. Voire même pire, quand on l'abordait dans les formations, on nous demandait d'enlever la diapositive sur le harcèlement sexuel au travail en disant « C'est trop tôt, ils ne sont pas prêts. Vous pouvez parler de sexisme à la rigueur, mais harcèlement sexuel, ça va trop loin. » quoi. Voilà. Donc, moi, une fois, j'ai fait une formation devant un comité de direction d'une grande mutuelle et on m'a demandé d'enlever la diapositive. Voilà. Bon, j'ai réussi à remettre quand même le sujet sur la table, mais j'ai dû enlever ma diapositive. Donc ça, c'était 2014-2015. Et puis, en 2016, l'affaire Baupin, Mediapart est la première entreprise à former l'ensemble de ses salariés, l'ensemble des salariés sur cette question-là. Et puis, il y a des entreprises comme notamment la Fondation Santé des étudiants de France qui, en 2017, s'engagent sur ce sujet-là. Mais ça restait quand même épisodique. Non seulement ça restait épisodique, mais on n'abordait cette question-là que par l'angle de la formation. Et ça a radicalement changé depuis quelques mois. C'est-à-dire que les entreprises faisaient appel à nous juste, c'était déjà beaucoup, mais pour former ou sensibiliser les salariés, alors qu'aujourd'hui, les dispositifs de prévention du harcèlement sexuel au travail qui sont mis en place vont bien au-delà de la formation. Et le gros changement, en tout cas de mon point de vue, après on est une toute petite entreprise, donc voilà, il n'y en a pas beaucoup qui font ça malheureusement. De mon point de vue, le gros changement, ça a été 1 an après MeToo, c'est-à-dire autour de octobre-novembre, 1 an après, un peu comme si la société avait pris le temps de digérer MeToo. Là, on a commencé à avoir beaucoup de demandes arriver, de plus en plus. Et aujourd'hui, ça fait partie, c'est une de nos activités principales. Ouais. Alors, on a l'impression que la France, il y a toujours un moment de décalage et de retard sur un certain nombre de problématiques, et c'est le cas notamment sur les violences sexuelles. On a l'impression que ces derniers mois, on entendait moins parler de violences sexuelles, dans les médias, il y avait moins d'enquêtes qui sortaient. Et puis, on a l'impression qu'avec l'affaire Baupin, enfin le procès des journalistes qui ont sorti l'affaire Baupin début février, et puis le scandale de la Ligue du LOL qui a mis en cause un certain nombre de journalistes, on a l'impression que pour la première fois en France, ce sujet a été mis à l'agenda et à la une avec des affaires françaises. Là, on n'est pas sur des affaires américaines, on est sur des affaires vraiment françaises. Est-ce que finalement, il n'y a pas fallu attendre tout ça 1 an après, plus d'1 an après, pour que MeToo montre vraiment sa puissance en France ? Alors oui, on a l'impression que la France a toujours un temps de retard, et c'est pas uniquement sur la question des violences sexistes et sexuelles, puisque
Là, tout à l'heure, j'étais à un atelier sur les questions de corruption autour de la BD, de l'excellente BD Kadhafi-Sarkozy. Et en fait, Fabrice Arfi, donc journaliste à Mediapart, disait la même chose de la corruption. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, on n'est pas du tout dans la même situation sur les questions de corruption. Donc c'est peut-être plutôt une question de rapport à la démocratie et de rapport à l'exemplarité de nos représentantes et de nos représentants, plutôt qu'une question... Enfin, voilà, je ne sais pas en fait si c'est une question globale de rapport à la démocratie ou une question spécifique sur les violences. Sur les violences, il y a un truc, je pense, spécifique en France, c'est que on a l'impression, peut-être dans cette grande visée universaliste de droits, enfin voilà, on est le pays des droits humains, enfin des droits de l'homme, on dit souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Et ce déni de la réalité, moi je le trouve quand même particulièrement fort en France. C'est-à-dire qu'on est quand même en 2019, les enquêtes aujourd'hui sont multiples et documentées sur la réalité des violences. Quand, dans le cas de militants, avec nous toutes et Prenons la Une et Paye ton journal, on a sorti l'enquête Entendue à la rédac, où on a fait le choix de publier les logos des organisations, des entreprises de presse dans lesquelles on avait eu des remontées de témoignages. Donc il y en avait des dizaines. J'ai eu 2 réactions. Donc, première réaction, plutôt des dirigeants d'entreprises plutôt progressistes qui disaient mais pourquoi on est là-dedans? C'est pas possible, pas nous. Nous on est progressistes, quoi. On est de gauche, on est un média gentil, quoi. Donc ça n'existe pas le harcèlement chez nous puisqu'on est sympa. Bon. Donc une méconnaissance des mécanismes, etc. Et puis des patrons qui nous appelaient pour nous défoncer, mais vraiment violents, en mode c'est inadmissible, il n'y a pas de cas chez nous, etc., etc. Donc un déni d'une ampleur, je ne sais pas comment ça se passe à l'international, mais j'ai l'impression que ce refus de voir la réalité des violences sexistes et sexuelles, il est quand même particulièrement marqué en France. Il y a aussi une culture du secret en France qui est assez importante. Il y a le refus de voir les lanceurs d'alerte comme quelque chose de bien et d'important. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi les exceptions françaises, les pseudo-exceptions françaises qu'on entend tout le temps? Je pense qu'ici, vous l'avez tous et toutes entendu, minimiser les agissements d'un tel en disant « mais tu sais bien, c'est machin, c'est un gros lourd, tu sais bien, c'est un dragueur ». Ça, c'est des arguments qu'on entend souvent. Et puis, il y a aussi le truc de la délation, qui d'ailleurs a été repris par Emmanuel Macron, par certains ministres, en disant « moi, je ne participe pas à une société de la délation ». Mais on n'est ni dans de la drague lourde, ni dans de la délation quand on signale des violences sexuelles. Non, au contraire, d'ailleurs, on est dans le droit, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que moi, je suis assez impressionnée par le décalage en France entre le droit, ce que dit le droit et les outils dont nous disposons en matière de droit, et son application et la façon dont il est utilisé, par exemple, dans les entreprises, mais plus globalement. Je prends 2 exemples, un entreprise et un société. Dans la société, on a un outil qui s'appelle l'ordonnance de protection, qui est un outil extraordinaire. C'est-à-dire qu'une femme qui est victime de violences conjugales, même si elle ne porte pas plainte, elle peut obtenir, il faut montrer qu'elle est en danger, mais elle peut obtenir du juge aux affaires familiales, donc le JAF ou la JAF, une ordonnance de protection, c'est-à-dire un document qui demande à monsieur de s'éloigner, qui oblige monsieur à s'éloigner, et un document qui permet qu'elle ait la garde des enfants. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre dans cette ordonnance de protection. C'est un outil incroyable qui permettrait de sauver des centaines de vies en France. Et on a là une comparaison internationale, puisque cet outil, on l'a copié-collé sur l'Espagne. En Espagne, chaque année, ils délivrent 23 000 ordonnances de protection. Il y a 23 000 femmes qui sont protégées chaque année en Espagne par ce système-là. On a copié-collé le truc en France. On l'a créé en 2010. Donc bon, je veux dire, le temps que ça s'installe, ok, mais ça fait près de 10 ans, quoi. On en délivre 1300. 23 000 en Espagne, 1300 en France. C'est hallucinant. Donc on a un outil incroyable, je veux dire, qui est facile. Il suffit de prendre un papier, de noter que la dame est en danger et de signer, tamponner. C'est simple, ça ne coûte pas d'argent. Et on ne l'utilise pas. Donc ça, c'est un exemple pour moi assez ahurissant de manque de maîtrise, en fait, de la part des JAF en l'occurrence, et de manque de volonté politique de la part de Belloubet, de Nicole Belloubet, de faire appliquer cet outil. Dans le monde du travail, on rencontre des situations totalement ubuesques, avec par exemple des managers ou des délégués syndicaux élus au CHSCT. On va les voir, on dit mais là il y a quand même un petit problème. Ça fait 3-4 fois qu'on a des remontées nous disant que monsieur en l'occurrence tient des propos à connotation sexuelle. Oh non, il n'a pas recommencé. Pardon? C'est-à-dire il n'a pas recommencé. Ah, donc là l'élu CHSCT.
Oui, non mais on m'avait dit, mais j'étais allée le voir pour lui dire de se calmer. Et là, vous faites, OK, donc en fait, tu es élu CHSCT ou alors tu es manager. La loi t'impose ou te permet, en tant que tu es manager, elle t'impose. Quand tu es élu CHSCT, elle te permet de faire cesser ces agissements. C'est-à-dire, le droit est là. Et le droit est parfait pour ça. Pour à la fois faire cesser ces agissements, tout en respectant le droit de la défense, le droit de la personne mise en cause. On a un dispositif très simple, qui est une enquête interne, qui permet de découler derrière sur des sanctions disciplinaires. C'est simplissime à mettre en place. Il suffit de convoquer les gens, de les entendre, de faire un rapport d'enquête et de décider si on prend une sanction ou pas. Ça n'est quasiment jamais utilisé dans les entreprises. Et donc le décalage qui, moi, me fascine un peu quand même entre ce qu'on pourrait faire et la réalité de l'utilisation de ces outils est quand même assez impressionnant. Mais alors justement, comment ça se passe dans une collectivité, dans une entreprise, quand il y a des cas de violence sexuelle, de harcèlement sexuel? Quelle est la procédure et comment vous agissez justement avec le groupe EGAE pour former? Et c'est vrai aussi de l'association des violences faites aux femmes qui intervient parfois et qui aiguille. C'est quoi la procédure, les dispositifs, les outils? Comment vous faites et dans quelles étapes vous faites les choses? Alors, d'abord, on est en phase d'expérimentation sur ce sujet parce qu'il y a très peu d'entreprises qui ont réellement mis en place des procédures complètes de prévention et d'action sur les questions et de traitement des questions sexisme et harcèlement sexuel. Donc, moi, je vais raconter ce qu'on fait, mais franchement, on est en phase expérimentale. Donc, s'il y a des gens qui trouvent que c'est de la mouise, pour ne pas dire de gros mots, il y a des enfants, que c'est pas bien, venez me le dire, parce que moi, ça m'intéresse évidemment d'avoir des retours critiques là-dessus. Jusqu'à très récemment, on était vraiment uniquement dans de la formation. C'est-à-dire qu'on sensibilise tout le monde, on forme tout le monde. C'est déjà pas mal, hein, ça change pas mal la perception des choses, mais c'est loin d'être suffisant. Aujourd'hui, on intervient, nous, en 3 temps. Donc, on a un triptyque qu'on propose. Le premier gros bloc, c'est faire percuter les gens dans l'entreprise ou dans la collectivité qu'il y a un problème. La prise de conscience. La prise de conscience. Parce que sinon, les gens vont vous dire... Oui, l'enquête IFOP de 2018 dit que 32% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel ou une agression sexuelle, mais pas chez nous. Non, mais pas chez nous. Et ils vous regardent sincèrement, ils le croient. Bon. Donc, première chose à faire, un sondage interne. Donc, on fait un sondage interne, anonyme, et on fait émerger le fait, dans toutes les boîtes où on est passé, en général, on est entre 15% et 25% des femmes qui ont déjà subi des propos à connotation sexuelle, majoritairement répétés, donc du harcèlement sexuel. Et là, les gens, ils tombent de leur chaise, systématiquement. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu une pièce de théâtre. On arrive avec les résultats du sondage, ils font « Oh, mais c'est pas possible !» Bon, si, donc c'est possible, c'est partout pareil, etc. Donc, on fait ce sondage, et derrière, on enclenche un plan de sensibilisation et de formation pour que tout le monde sache définir les choses. Non, quand Jean-Michel, je ne sais pas s'il y a des Jean-Michel dans la salle, pardon, Jean-Michel à la machine à café dit... Bah dis donc, qu'est-ce que tu fais là? Il y a une nana qui, je sais pas, se remonte son pantalon, tu mets ta main dans ta culotte. Bah ça, par exemple, 2 fois, ça s'appelle du harcèlement sexuel. C'est pas un gros relou, en fait, d'accord? Le gros relou n'existe pas dans le code du travail. Ce qui existe, c'est le harcèlement sexuel, d'accord? Et au pénal, c'est puni de 2 ans de prison, voilà. Donc la prochaine fois que vous entendez une remarque comme ça, vous dites « Attention, si tu recommences, c'est 2 ans de prison. » Ça serait quand même dommage que tu aies des problèmes. Bonne journée. Donc ça, c'est sur la définition des choses. Donc ça, on passe sur de la formation. Donc, premier gros bloc, prise de conscience et formation. Jusqu'à présent, on faisait quasiment que ça. Deuxième gros bloc qu'on est maintenant en train de déployer, c'est on outille les managers, les RH, à être capables de détecter et d'intervenir immédiatement. Donc là, on fait des interventions devant les managers en mode, en fait, si vous ne réagissez pas, vous mettez votre boîte en danger, parce qu'elle va être condamnée au pénal pour n'avoir rien fait. Donc on met un peu de pression bienveillante sur les managers et on met en place une procédure avec les RH sur, OK, au moindre signalement, une conversation à la machine à café, un mail, un entretien annuel d'évaluation où la personne dit qu'elle ne se sent pas bien, au moindre signalement, on met en place un dispositif qui permet d'aller vérifier, voire de lancer une enquête, sanction, etc. Et donc, on accompagne les entreprises là-dessus. Et le troisième volet, qui est pour moi le plus important et totalement oublié, c'est qu'on intervient après les sanctions pour reconstruire le collectif de travail. Et ça, voilà, j'avais une question justement là-dessus, parce qu'une fois qu'on a détecté les cas, qu'on a sanctionné les personnes, il y a le moment de continuer à rendre le travail possible entre la personne qui a harcelé par exemple et puis l'équipe, continuer à recréer un climat de travail. Comment on fait ça? Alors ça, déjà, généralement les gens ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on a sanctionné. D'abord, ils oublient de communiquer.
Donc quand on communique sur une sanction, on n'a pas le droit de donner le nom de la personne mise en cause ou de la personne qui a été victime. Mais on peut communiquer sur le fait que l'entreprise a sanctionné pour un cas de harcèlement sexuel. Ça, ils oublient. Et donc les gens, en fait, ils savent qu'il y a eu un cas, dans les couloirs, ça chuchote partout, mais personne ne sait que l'entreprise a fait quelque chose. Donc on communique. Et deux, et ça on l'a fait pour le groupe Le Monde, en l'occurrence, dans un collectif de travail qui avait été particulièrement impacté par des faits de harcèlement sexuel, on est intervenu pour reconstituer un débat, enfin une ambiance sereine de travail. Comment on fait ? C'est assez simple en fait. On rencontre les gens, à la fois les personnes qui ont été témoins, participants de manière passive ou un peu active au harcèlement, pas les personnes licenciées évidemment, mais les personnes qui sont toujours là, et en rencontrant les victimes, et on discute avec elles et avec eux des conditions de la reprise du travail. Et on fait une liste de courses, on va voir la direction, on dit ok, il faut ça. La direction fait si, il faut ça. Donc là, on fait un peu les syndicalistes pour aller, voilà. La direction dit bah ça oui, ça non, machin. On va revoir les victimes et les personnes mises en cause. On renégocie et ensuite on fait une grande réunion avec tout le monde et on établit on fait une sorte de réunion catharsistique, je sais pas comment dire, mais où on pose les éléments pour retrouver une ambiance sereine. Et dans ces éléments, en général, on retrouve toujours les mêmes choses. Le premier élément qui est fondamental, c'est que la direction de l'entreprise reconnaisse qu'elle a merdé. Donc elle ne le dit pas comme ça. Hein. Non, vous n'avez pas le PDG qui vient, qui dit « alors j'ai fait de la merde ». Non, ça. Mais on trouve un vocabulaire qui permet que tout le monde dans la salle comprenne que la direction de l'entreprise a merdé, sans que l'entreprise dise ça directement, de manière à ce que la direction reconnaisse sa responsabilité dans le fait que les violences aient pu avoir lieu. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est une reconnaissance collective que ce qui s'est passé sont des violences, qu'elles sont graves, qu'elles ont des conséquences et que jamais plus elles ne doivent être banalisées. Et le troisième élément important, c'est d'identifier les dysfonctionnements, en général un manque de bienveillance des managers, qui ont permis, ou un manque d'écoute des managers, qui ont permis que les violences adviennent. Et une fois que vous faites une réunion avec tout le monde, où vous arrivez à poser ça par écrit, et que tout le monde dans la salle, y compris les personnes qui ont participé aux violences, disent « c'est grave, ça ne doit plus jamais se reproduire, c'est des violences », vous sentez le niveau de tension dans la salle qui baisse, et vous arrivez, c'est pas parfait, hein, je veux dire, ça se fait pas du jour au lendemain, mais à reconstituer quand même une ambiance de travail sereine, et pour les victimes, et pour les personnes qui ont fauté. Une question plus largement sur ce qui reste à faire après MeToo. On a un peu l'impression que la société dans son ensemble, les entreprises, les collectivités, se défaussent beaucoup en renvoyant vers la police et la justice et leur travail. On l'a vu encore récemment, pour prendre un exemple, dans les témoignages qui ont visé des personnes au Parti communiste, par exemple. On le voit dans le communiqué du Parti communiste, bon, ben, la justice va faire son travail, ou alors il faut qu'il y ait une plainte, enfin, c'est en cours, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on entend dans toutes les affaires, nos journalistes qu'on rencontre, quand on veut un peu des commentaires, etc. Est-ce que justement, on se défausse pas un peu trop sur la justice et la police là-dessus ? Et surtout, donc d'abord, c'est un mensonge grave de dire qu'il y a besoin d'une plainte pour intervenir dans un cadre de travail ou dans un cadre militant. C'est un mensonge. La justice pénale est totalement déconnectée des sanctions administratives dans la fonction publique ou disciplinaire. Donc dire ça, c'est un mensonge, et dire ça est illégal, dans le sens, enfin, si, vous avez le droit de le dire, hein, mais appliquer cette chose-là est illégal. C'est-à-dire un patron de boîte qui dit « on m'a remonté des faits de harcèlement sexuel, je ne vais rien faire parce qu'il n'y a pas de plainte », il est en faute. Il est en faute, il se met en danger, il met sa boîte en danger. Il y a un arrêt de la Cour de cassation de 2011 qui dit que lorsqu'il y a des faits de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel qui remontent, l'employeur ne doit pas seulement convoquer la personne et lui dire d'arrêter. L'employeur ou l'employeuse doit lancer une enquête interne. C'est la Cour de cassation depuis 2011 qui le dit. Donc un employeur ou un responsable d'organisation politique qui vous dit bonjour, ah oui, mais non, mais il n'y a pas eu de plainte, on ne peut rien faire. Un, la personne ment. Et deux, la personne met en danger sa propre organisation parce qu'elle risque de se retrouver soit au prud'homme, soit au tribunal administratif, soit voire au pénal parce qu'elle n'a pas agi. Donc c'est deux choses totalement différentes. Si demain, dans une boîte, il y a quelqu'un qui se met à hurler sur les salariés, vous avez le droit de virer cette personne. Vous avez le droit de virer cette personne, même si les salariés ne portent pas plainte. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental dans le Code du travail, et nous on s'appuie là-dessus tous les jours, c'est que l'employeur doit assurer la santé et la sécurité de l'ensemble des salariés. C'est une obligation. Donc à partir du moment
où il y a des agissements sexistes, où il y a du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel, c'est à l'employeur, c'est son obligation, c'est son job, hein, ils sont généralement pas trop mal payés pour ça, donc c'est son job, de faire en sorte que ça cesse. Et qu'il y ait une plainte ou pas, n'a absolument rien à voir avec la choucroute, quoi. Rien à voir. Une dernière question et après, promis, je passe la parole à la salle, même si j'en ai plein. Est-ce que finalement MeToo n'a pas permis aussi autre chose qui est de renforcer et de légitimer la lutte contre l'exploitation, la domination et le harcèlement de manière plus générale des salariés, harcèlement sexuel comme moral. Je pense à une chose qui me vient, la grève historique qu'il y a eu dans les McDonald's aux États-Unis il y a quelques mois. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas justement un peu un label MeToo qui permet de davantage légitimer ce combat contre le harcèlement et la domination dans les entreprises, par exemple? Alors, moi, je suis partagée là-dessus. Je pense que ça serait une enquête très intéressante. Il faudrait peut-être des sociologues se penchent sur la question. Est-ce que le niveau de conscience sur le harcèlement sexuel fait lever le niveau de conscience sur le reste? Je pense que oui. Moi, je l'ai vu dans des affaires internes où des propos racistes, par exemple, qui seraient passés comme une lettre à la poste il y a encore 2 ou 3 ans, parce qu'ils sont à côté de propos sexistes, sont maintenant nommés comme du racisme et considérés comme graves, etc. Plus qu'avant. Donc je pense qu'il y a évidemment une imbrication des différents propos, racistes, sexistes, homophobes, antisémites, etc., ou liés au handicap, et que le niveau de conscience, quand il monte quelque part, il fait monter les autres de manière un peu automatique, entre guillemets. Mais moi, ce que j'observe dans les entreprises aujourd'hui dans lesquelles je travaille, c'est que quand même, les gens, dans leur tête, ils ont vraiment 2 cases séparées. Harcèlement moral d'un côté, harcèlement sexuel de l'autre. Et pour la majeure partie alors que des gens, c'est quand même les mêmes mécanismes, il y a une imbrication. Pour les gens, non. Pour les gens, c'est pas pareil. Parce que, non mais vous comprenez, si on commence à parler de harcèlement moral, tous les salariés vont dire qu'ils sont harcelés, on va jamais s'en sortir, vous voyez. Donc, ils sont plus frileux. Moi, je pense qu'il y a 3 ans, on aurait fait cette rencontre et j'aurais dit, ouais, c'est quand même pas pareil le harcèlement moral. Et depuis maintenant 2 ou 3 ans que j'accompagne des entreprises sur cette question-là, en fait, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est-à-dire c'est les mêmes mécanismes. C'est les mêmes mécanismes et surtout c'est les mêmes conséquences. Et là en ce moment, j'interviens dans une entreprise où il y a des cas de harcèlement sexiste et de agissement sexiste, harcèlement sexuel. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir en face de moi des personnes victimes qui ne me parlent que de harcèlement moral. Moi je suis là pour enquêter sur sexisme, harcèlement sexuel. Les gens ne me parlent que de harcèlement moral. Et à la fin je dis, est-ce qu'il y a eu des faits d'agissement sexiste ou de propos à connotation sexuelle? Non. Ouais, bon, c'est vrai qu'il fait des remarques sur les seins tout le temps. C'est-à-dire tout le temps. Plusieurs fois, il nous fait des remarques sur nos seins. Je dis, donc ça, c'est du harcèlement sexuel. Ouais, mais à côté de ce qu'il nous fait subir moralement, on s'en fout. Et donc, moi, dans ma tête, pendant longtemps, le harcèlement sexuel était au-dessus du harcèlement moral. Et en fait, ça dépend des situations. Et moi, ce que je dis aux chefs d'entreprise ou aux syndicats avec lesquels je travaille, c'est que, en fait, c'est pareil. C'est aussi grave l'un que l'autre. D'ailleurs, la loi dit que c'est pareil, parce que c'est 2 ans de prison pour le harcèlement moral et 2 ans pour le harcèlement sexuel. C'est interdit de la même manière, ça peut casser les gens de la même manière. Et par ailleurs, souvent, quand il y a du harcèlement sexuel, il y a du harcèlement moral qui va avec. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis sûre qu'il y en a dans la salle. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est témoin de harcèlement sexuel dans une société à laquelle on n'appartient pas, enfin, qu'on est complètement extérieur? Par exemple, vous êtes extérieur, vous entendez un propos à connotation sexuelle? Exemple, à une caisse de supermarché, on voit la caissière clairement objet de harcèlement sexuel d'un visiblement quelqu'un qui lui est supérieur, un homme. Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. La première chose, c'est que, bon, moi j'avoue, ça ne faut pas le dire publiquement, mais j'instrumentalise parfois les jeunes enfants qui m'accompagnent. Je dis, tu vois, ça par exemple, c'est un propos raciste. On va s'éloigner parce que je ne veux pas que tu entendes un propos raciste. Voilà, donc ça, mais il ne faut pas instrumentaliser les enfants en général, c'est mal. Donc voilà, donc ça, vous verbalisez les choses. Vous voyez, voilà, ce que tu entends là, tu vois, ça s'appelle du harcèlement sexuel. C'est le travail de maman de faire en sorte que ça s'arrête. Voilà, donc ça, je verbalise les choses à voix haute. Voilà. Deuxième chose que vous pouvez faire, vous pouvez vous adresser à la personne en disant, vous savez, ce que monsieur est en train de vous faire, c'est illégal. Voilà, sachez qu'il n'a pas le droit de faire ça. La troisième chose que vous pouvez faire, si vous avez peur de mettre en danger cette personne en disant ça, moi, ça m'est arrivé au Franprix où une personne était victime de harcèlement moral et quelqu'un de ma famille, en fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un de ma famille, qui est allé voir cette personne après
en disant « Voilà, j'ai été témoin de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est grave. Si vous avez besoin d'une attestation pour les prud'hommes, la médecine du travail, je ne sais pas quoi, je vous la fais. » Et en l'occurrence, mon conjoint a fait une attestation disant qu'il avait été témoin du truc et la personne a pu l'utiliser derrière dans son recours au prud'homme. Donc, à minima, vous attendez que l'agresseur, la personne qui agresse ou qui harcèle, se retire pour ne pas vous mettre en danger ou mettre la personne en danger. Et vous allez voir la personne et vous dites « Vous savez, tout à l'heure, ce dont j'ai été témoin, qu'est-ce qu'on dit à une personne qui a été victime ? C'est grave. Il n'a pas le droit de vous faire ça. Donc, c'est très grave. Il n'a pas le droit de vous faire ça. Vous pouvez agir en justice. Enfin, vous pouvez agir. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, et vous donnez les numéros de téléphone. Sur le harcèlement sexuel, il y a le numéro de l'AVFT. Vous tapez sur Google ou sur un moteur de recherche, pardon, AVFT, et ils ont leur numéro de téléphone, donc ils peuvent accompagner les femmes victimes. Vous pouvez aussi donner le numéro de téléphone du défenseur des droits. Le défenseur des droits, c'est vraiment hyper important. Ils ont des délégués sur tout le territoire. Et moi, je donne l'AVFT, mais je sais qu'elles sont débordées. Et je donne aussi systématiquement le numéro de téléphone du défenseur des droits, parce que c'est vraiment une structure qui peut accompagner les victimes dans toutes leurs démarches. Bonsoir, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est une problématique qui se pose. Voilà, je suis dans un réseau militant et on se retrouve avec un cas de viol. Voilà. Et en fait, en faisant sortir l'histoire, bon, il y a toujours le même phénomène d'essayer que ce ne soit pas visible, que ce ne soit pas possible, etc. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce dont parle Elsa Dorlin quand elle parle du réseau de complicité, c'est qu'en fait le réseau de complicité, il est tissé de harcèlement familial, de harcèlement professionnel, de harcèlement militant, et que en fait chacun essaye de se dépatouiller pour ne pas être dans le réseau de complicité. Or, si on creuse un petit peu, on est tous dans le réseau de complicité. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a pas agi, on a vu quelque chose. Et ça, je trouve que en fait, c'est une MeToo me semble poser des individus, beaucoup d'individus, des collections d'individus. Mais comment on peut faire avec ce problème qui fait que le réseau de complicité, potentiellement, on y est tous. Et comment on arrive à rendre poreux ce problème de harcèlement qui est à la fois familial, professionnel, voilà. C'est une question complexe, mais bon. Alors, je pense que vous pouvez enlever le potentiellement de votre phrase quand vous dites le réseau de complicité, on y est potentiellement toutes et tous. J'ai un peu de mal avec complicité, parce que moi, d'un côté, je dis seule la personne qui commet les violences est responsable des violences qu'elle subit. Et en même temps, je vois bien ce que vous voulez dire par ce réseau de complicité, c'est-à-dire que chacune et chacun d'entre nous, à des moments divers de nos vies, on a été témoin de violences, on a entendu des alertes et on ne les a pas suivis des faits. Ou alors, on ne les a pas entendues, en fait. Elles sont passées là et on n'a rien fait. Moi, je fais partie de ces gens-là. C'est-à-dire que j'ai été dans des organisations où il y a eu des violences graves que je n'ai pas vues, ou que je n'ai pas su voir, ou que je n'ai pas voulu voir, j'en sais rien. J'ai l'impression que j'ai rien vu, mais c'est pas possible en fait de pas voir si on veut vraiment voir. Bon. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment, 100% des personnes que j'accompagne, des structures que j'accompagne dans le cadre de mon entreprise sur le harcèlement sexiste ou sexuel, je commence toujours par dire aux chefs d'entreprise ou aux syndicats que j'ai en face de moi, ne dites jamais publiquement, jamais, que vous n'avez pas été alerté. Parce que c'est faux. Donc là, ils réagissent au quart de tour. Mais Caroline, tu ne peux pas dire ça. Je ne savais pas. Je te promets, la main sur le cœur. Je dis, mais c'est pas possible, en fait. Ça fait X années que tu diriges cette boîte. Ça fait X années que tu es élu syndical. Tu as eu des cas. Donc maintenant, tu fais ton deuil du fait que tu es un mec bien ou que tu es une nana bien. Entre guillemets, on est des gens bien, hein, mais je veux dire, tu fais ton deuil que tu es parfait. Voilà, ce n'est pas vrai. Et maintenant, on réfléchit à comment on fait pour ne plus rien laisser passer. Et pour moi, c'est un peu comment je gère ça, moi, avec cette douleur de ne pas avoir vu passer les trucs dans le passé. Je le gère en essayant de ne plus rien laisser passer, première chose. Enfin, je le gère comme ça, en essayant de ne plus rien laisser passer. La condition de ça, pour moi, première, c'est d'être aussi en empathie avec soi-même et d'être capable de sentir quand, en fait, on ne peut pas voir ou qu'on n'est pas capable d'entendre la parole. Moi, il y a des périodes, l'année dernière, par exemple, j'ai été victime d'un cyberharcèlement, comme ça arrive à beaucoup de féministes sur les réseaux sociaux. Ça a été une période de ma vie où je ne pouvais plus entendre un témoignage de violence sans m'effondrer. Et donc, j'ai donné les codes de ma boîte mail à des copines bienveillantes
qui sont allés gérer les mails que je reçois ou les messages Facebook ou les messages Twitter que je pouvais recevoir de victimes qui m'appelaient à l'aide ou de SMS. Et donc, je basculais tout ça sur un réseau de bienveillance, donc pas un réseau de complicité, un réseau de bienveillance. Et je disais aux copines, là, tu peux gérer ma boîte, etc. Et je pense que ça, être capable de voir, de détecter, ça passe aussi par le fait d'être capable de savoir quand on n'est pas capable et de reconnaître qu'il y a des fois, on est fatigué, on est soi-même victime de violence, on a d'autres trucs en tête à gérer et en fait, on n'est pas capable. À partir du moment où... Et en fait, les gens disent « Ah non, mais moi, je ne peux pas dire ça, il y a une victime qui m'a appelé, c'est horrible, je ne peux pas lui dire. » Et en fait, les victimes, elles sont comme vous, comme moi, elles comprennent. Et moi, c'est la première fois que j'ai dit à une victime, en fait, je ne peux pas lire ton SMS, je ne peux pas te répondre, appelle une telle. Voilà. Ça m'a fait mal au ventre. Et la nana, elle a dit, mais aucun problème, je comprends, il n'y a pas de problème. Et elle a appelé ma copine qui a géré. Voyez. Donc voilà, reconnaître qu'on n'a pas toujours bien fait, se dire qu'on fera bien maintenant, voilà, parce qu'on est formé, on est sensibilisé, et être en empathie avec soi-même et être capable de parfois dire, bah là, en fait, je peux pas. Voilà. Oui, Caroline, moi je voulais... Enfin, je crois aussi que quand on voit... Enfin, je peux en parler. Quand on voit... moi, j'ai été dans un procès, j'ai vu Cécile Duflot qui est venue témoigner, et Cécile nous a dit, moi j'ai vu et j'ai couvert. Et donc on peut voir, on peut ressentir. Oui, je suis accusée par Monsieur Denis Baupin de l'avoir diffamée. Et je crois que c'est aussi ça, c'est comment des femmes ou des hommes qui ont vu, qui ont rien dit, qui ont caché ou qui s'en rendent compte des années plus tard, hein, et qui c'est bien, mais quand c'est 20 ans ou 15 ans après, c'est un peu tard. C'est comment donner le courage et comment expliquer aussi. Parce qu'il y a des personnes qui voient, qui entendent, mais s'ils disent ou elles disent quelque chose, elles perdent leur boulot. Et ça, il y a pas mal d'entreprises où c'est comme ça. Notamment quand on voit les femmes qui font le ménage dans les trains, qui se font violer. Et c'est catastrophique. Ces femmes-là, même si quelqu'un d'autre le dit, ça va être catastrophique. Elles perdent leur job et l'autre perd son job. Et autre chose, je crois que la force aussi, c'est qu'en général, on n'est pas seul quand on est harcelé ou quand on est agressé. On n'est pas toute seule parce que ces individus-là harcèlent plusieurs femmes, harcèlent ou agressent plusieurs femmes. Et je crois que c'est aussi ça, c'est d'essayer de trouver le moyen que ces plusieurs femmes puissent témoigner de façon à ce qu'à un moment donné, on aille nombreuses ou nombreux devant la justice. Et je crois que ça aussi, c'est important, parce que ce sont rarement... On l'a vu, nous, on l'a vu avec Baupin, hein, on a commencé, on était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est 15. Et je pense qu'il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Ça a été pareil pour d'autres personnes, dont un qui a enlevé qui a arrêté son procès le 24 décembre 2018. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a aussi ça, c'est de se dire comment on fait pour qu'il y ait plusieurs témoignages dans l'entreprise, il y en a toujours plusieurs, qu'il y ait quelqu'un qui les récolte. Alors peut-être dire ce qu'on a fait, c'est la première fois qu'on a testé ça, donc on est en train de le tester. En l'occurrence là au groupe Le Monde. Comme on s'est rendu compte que les trucs ne remontaient pas par les syndicats, les managers, les RH, ou en tout cas insuffisamment, on a créé une boîte mail de mon entreprise, donc une boîte mail générique, où les gens peuvent écrire en sachant que c'est nous qui répondons et que leur anonymat, enfin la confidentialité sera totalement préservée. Et ça, c'est le deal avec l'entreprise, c'est-à-dire qu'en gros, jamais les chefs, enfin les responsables du groupe viendront me demander qui a écrit ou me demanderont des infos précises. Et donc le deal, c'est que moi, je vois les gens, je leur fais raconter tout ce qu'ils ont à me raconter. Et à la fin, je me mets d'accord avec elles ou avec eux de qu'est-ce que je fais remonter à la direction. D'accord ? Et ça permet en fait de faire sortir les choses en protégeant les victimes. Et qu'est-ce qui se passe ? Je fais un entretien, je fais un deuxième entretien. Ça se passe bien dans le sens où évidemment je mets en place l'accueil bienveillant des victimes, etc. etc. Et puis après, finalement, il y a quelqu'un qui m'appelle en direct sur mon téléphone. Ah, il y a une telle qui m'a donné votre numéro. Bon. Puis et en fait, ça circule dans une entreprise, ce qui est un peu différent d'un parti où les gens sont géographiquement assez éloignés. Dans une entreprise, ça circule à toute allure.
Et donc vous avez un premier témoignage, un deuxième, un troisième, 4, 5, 6, 7, 14. Et là, en 15 jours, vous en avez les 14, vous les avez, quoi. Vous voyez. Et donc cette possibilité, je pense, c'est à réfléchir. Hein. Je ne sais pas si c'est toujours positif, mais d'externaliser la possibilité de prendre la parole pour les salariés, je pense que c'est bien. Et après, sur le fait que des gens aient vu et n'aient pas agi, je pense... il y a un cas là, récent qui est un peu différent, hein, mais que, en fait, dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, je suis aussi chargée de recréer une ambiance sereine de travail avec des gens qui ont mal agi. Soit des gens qui ont couvert, soit des gens qui n'ont rien dit, soit des gens qui ont participé au harcèlement, mais pas à un niveau suffisant pour que l'entreprise considère qu'il fallait les licencier. Très sincèrement, par ailleurs, à titre personnel, je ne suis pas pour licencier toutes les personnes qui ont des agissements sexistes ou du harcèlement sexuel au travail, parce que je pense qu'il y aurait un gros problème économique dans ce pays par ailleurs. Enfin, je veux dire, on aurait un petit sujet, quoi. Donc moi, je suis pas pour mettre tous les gens dehors. Enfin, voilà. Et je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie à faire des entretiens avec des hommes qui avaient participé à du harcèlement. Et ben, ça m'a vachement fait réfléchir. C'était un sacré défi pour moi, pour eux aussi, je pense, de se retrouver en entretien. Et en fait, moi, je suis intimement persuadée qu'à partir du moment où on reconnaît qu'on a fait de la merde, qu'on a reconnaît qu'on a fait sa paire d'hypopettes, on reconnaît que c'était des violences, qu'on reconnaît qu'il ne faut plus jamais le faire, et ben on peut se reconstruire. Et moi, je crois beaucoup à la résilience, et je crois beaucoup aussi au fait de se reconstruire. Moi, je l'ai vécu en tant que chef d'entreprise. Ça m'est déjà arrivé de mal parler aux salariés, par exemple. C'est une violence. Il ne faut pas le faire, c'est mal, d'accord ? Rien que le fait de dire encore que c'est une violence, c'est encore difficile pour moi de reconnaître ça, parce que ça fait une image de moi qui est genre pas sympa du tout. Moi, je suis une super patronne de gauche. Bon, non, il y a des fois où je fais de la merde, voilà. Et le fait de reconnaître ça, ça permet de se reconstruire. Et je pense, moi, je suis intimement persuadée de ça, qu'on a le droit, en fait, de se reconstruire, y compris quand on a fait des trucs pas bien. Voilà. Donc, c'est plus douloureux quand on a fait des trucs très graves, c'est plus long, évidemment. Ça implique de reconnaître les violences, et ça implique de respecter le droit fondamental des victimes, de ne jamais pardonner. Voilà. Ça, pour moi, ça aussi, c'est très important. Merci beaucoup. On peut continuer de manière informelle, mais on doit rendre la scène. Et merci à Caroline Dehaas. Et merci à tous et toutes.